Bon, il est 11h30, donc je vous propose de commencer. Donc, merci à ceux qui sont en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et puis merci à ceux qui nous visionnent de leur bureau ou de leur appartement, selon les cas. Donc la conférence aujourd'hui, elle est consacrée, comme vous l'aviez compris, au SCPI. Le thème qui a été retenu à l'origine, c'était SCPI, performance, responsabilité et évolution des usages immobiliers. Alors il se trouve qu'entre-temps, compte tenu des contraintes liées à la crise sanitaire, les intervenants initiaux n'ont pas tous pu confirmer leur présence, mais nous avons d'excellents représentants de la classe SCPI avec nous. Il y a donc sur ma gauche directement Dominique Polac, qui est le président du directoire, c'est ça, de la HSBC REM, qui gère donc la SCPI Élysée Pierre. Et nous avons Thierry Gueff, qui est, lui, directeur général de Fiducial Gérance et qui gère les SCPI plutôt commerce, on en parlera tout à l'heure. Donc, juste en introduction, pour rappeler un peu le contexte, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé sur le marché des SCPI depuis la crise, depuis le début du confinement. La SCPI, c'est le produit phare, le produit qui monte depuis 2-3 ans. La collecte a été multipliée par 3 ou 4 en l'espace de 4 ans. Donc en chiffres, la collecte 2019 au premier semestre était de l'ordre de 4,3 milliards d'euros. Avec le confinement et la crise sanitaire, cette collecte a baissé de 20%. Donc on est, selon les chiffres de l'EIF et de la SPIM, à peu près à 3,4 milliards, au lieu donc, je rappelle, de 4,3 milliards. Alors 20%, c'est beaucoup, mais ce n'est pas forcément la catégorie de produits d'épargne qui a été le plus touchée en termes de collecte. Il y en a d'autres qui ont plus souffert. Le point aussi important, c'est les rendements, puisqu'évidemment, on achète un produit pour qu'il rapporte. Les SCPI, leur grande qualité, leur grande force depuis ces dernières années, ce qui explique leur succès d'ailleurs, c'est des rendements récurrents. Je rappelle qu'en 2019, ils avaient rapporté en moyenne, quand j'y rapportais, c'est le taux de distribution, ils avaient rapporté en moyenne 4,43%. Les chiffres officieux, pour l'instant, qui circulent sur la rentabilité annualisée sur les 6 premiers mois de l'année seraient plutôt, en moyenne, inférieurs à 4%. Voilà, donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est évidemment, les SCPI ont été impactés par la crise, comme tous les produits, mais visiblement, comme je le disais, moins que les autres, puisqu'ils sont moins directement impactés par la volatilité des marchés financiers. Les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelle est l'ampleur réelle de cet impact à court terme, mais aussi à plus long terme sur le rendement et de la valorisation des SCPI, parce que j'ai parlé du rendement, mais d'ici maintenant 4-5 mois à peu près, on aura une idée un peu plus précise de la valorisation qui seront retenues pour les patrimoines des SCPI et donc l'impact que ça pourra avoir sur la valeur des parts. Donc première question, c'est l'ampleur de l'impact. Est-ce que les véhicules les plus touchés aujourd'hui, alors on pense évidemment à ceux qui sont sectoriellement investis majoritairement dans tout ce qui est hôtellerie, un certain type de commerce qui évidemment ont plus souffert que d'autres qui sont plus majoritairement investis dans les bureaux. Est-ce que ces produits-là, est-ce qu'ils sont condamnés ou est-ce qu'ils ont une capacité de rebond dans les prochains mois? Donc la question c'est, est-ce qu'à l'inverse, il faut privilégier les produits, les CPI qui, aujourd'hui, compte tenu du contexte, ont le mieux résisté, celles qui sont les plus présentées comme les plus résilientes? Et ce que je disais également, est-ce qu'il ne faut pas craindre à terme une baisse de la valeur des parts de SCPI? On va également essayer de se projeter un petit peu plus dans un futur un peu plus lointain, parce que la crise sanitaire, elle a exacerbé des tendances qui étaient déjà à l'œuvre sur les marchés immobiliers. Le premier, c'est évidemment l'évolution des usages des actifs immobiliers. Vous avez tous entendu parler donc, de tous ces débats autour du télétravail, de la montée en puissance du e-commerce. Donc les questions qu'on va se poser, c'est demain, quels actifs immobiliers pour quels locataires? Et puis enfin, dans un dernier temps, une tendance là, pour le coup, que la crise sanitaire n'a pas forcément exacerbée, qui était déjà dans l'air du temps, c'est, on peut parler de contraintes écologiques ou développement durable. Toujours est-il qu'enfin,
L'industrie des fonds immobiliers s'est dotée d'un label ISR. Donc, qui dit label, et c'est une très bonne nouvelle, mais qui dit label dit contraintes supplémentaires. Donc la question, c'est comment la mise en œuvre de ces nouvelles directives en termes d'écologie et de socialement responsable peut impacter la gestion des SCPI et par là même donc leur rentabilité. Alors pour répondre à toutes ces questions, donc je vous les ai présentées tout à l'heure, Dominique Pollack et Thierry Gueff. Je pense qu'on va commencer par faire un petit état des lieux de leur société de gestion et de leur SCPI respectives. Comment est-ce que donc, vous avez vécu, ressenti la période de la crise sanitaire? Comment vous l'avez gérée? Et surtout, restons dans le présent, quel impact ça a eu concrètement sur donc la gestion des SCPI, de vos SCPI aujourd'hui et sur leur rentabilité? Thierry Gueff, peut-être pour commencer. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous faites signe si je ne parle pas assez fort parce que... J'ai l'impression que le micro ne marche pas, non? Comment? Il ne marche pas? Il y a un bouton? Voilà, si ça marche là, non? Ah oui, il faut que je sois plus près. Oui, bonjour à toutes, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry Gueff, directeur général de Fiducial Gérance. Fiducial Gérance gère 2 milliards d'actifs sous gestion. Donc la très très grande majorité en immobilier et un petit volet forestier depuis 35 ans. Donc à travers des groupements forestiers et prochainement un GFI. En ce qui concerne donc on gère des SCPI et aussi d'autres formules qui sont pas d'autres fonds qui ne sont pas grand public. Donc au niveau SCPI, c'est vrai que nous sommes assez marqués commerce à hauteur de 60%. On a aussi une dimension hôtellerie, on est aussi en bureau parisien QCA. Et avant toute chose, je tiendrai à rappeler que les performances s'inscrivent dans la durée. Une SCPI, par définition, on n'achète pas ça comme une action, c'est pas volatile, on n'achète pas ça un matin et on ne revend pas ça 2 jours après ou 30 secondes après. Donc on s'inscrit dans la durée. Et j'en veux pour preuve, en tout cas nous, en termes de gestion, on a eu 3-4 trophées dernièrement aux Victoires de la Paire Papier sur des TRI à 10 ans. Bon, cela étant dit, nous, on était sur un trend encore en début mars, comme l'année dernière, comme nos confrères, une collecte qui était dans une dynamique très forte. Et du jour au lendemain, c'est stoppé net, comme toute l'activité. Donc on s'est mis en ordre de bataille, on a activé nos plans de secours et on est basé à Paris et à Lyon. Donc on a activé nos plans de secours et du télétravail. Donc les associés n'ont pas été vraiment pénalisés, c'était un peu transparent pour eux. Donc ça nous a fait accélérer aussi nos outils digitaux. Et le traitement des associés n'a pas été pénalisé jusqu'au mois de mai. Voilà. En plus, au début, il n'y avait plus de courrier. Après, le courrier est revenu, en tout cas, progressivement. Et donc, on a pu, comme la plupart de nos confrères, assurer le quotidien. C'était un peu dégradé, mais bon, on s'est adapté dans la mesure où, officiellement, on est censé avoir des documents papier ou, dans certains cas, et là, la compliance a accepté qu'on ait des documents dématérialisés. Ces précisions étant faites, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que globalement, si on prend nos différentes classes d'actifs, nous, on a très rapidement mis en place des systèmes de paiement mensualisé des loyers et on a été encore plus proche de nos 2000, un peu moins de 2000 locataires. On a accéléré nos relations avec les locataires, ce qui fait que individuellement, on a dû prendre des décisions de report de loyer ou d'abandon de loyer, suivant les classes d'actifs et suivant la typologie des associés, des locataires. Étant précisé que parallèlement, on a une forte pression des pouvoirs publics et de certaines instances professionnelles pour faire des abandons de loyer systématiques de ce type, 3 mois abandon de 3 mois de loyer. Le ministère, tout ça, les pouvoirs publics, l'administration nous a plus qu'incités. Mais nous, en tant que société de gestion, on est pris entre deux feux. Il y a vos clients, les associés,
de SCPI, ils nous ont confié l'argent via vos conseils, et de l'autre côté, on a les locataires. Donc, nous, on a la quadrature du cercle à trouver un bon équilibre. Si nous, on fait des abandons systématiquement de loyer, l'associé peut nous attaquer pour faute de gestion. Donc, on a dû se battre vis-à-vis des pouvoirs publics pour dire, si vous voulez qu'il y ait un abandon de loyer, vous n'avez qu'à le mettre dans le texte, dans une loi, dans un décret, dans une ordonnance. Évidemment, ils ont refusé, parce qu'ils se retrouvaient en porte-à-faux avec la loi du marché. Donc après, c'est chaque société de gestion qui a dû prendre ces mesures. Nous, concrètement, de façon globale, hors hôtellerie, nous avons abandonné 1 à 2% de loyer. Autrement, c'est tout du report. Et la particularité, contrairement à Dominique, on a des très petites entreprises. Et en fin de compte, ces gens-là, ils sont beaucoup plus... c'est plus simple de négocier avec eux qu'avec des chaînes de taille intermédiaire. Mais globalement, aujourd'hui, si on parle de chiffres, au 2T, nous, notre plus bas, hors hôtellerie, notre plus bas taux de recouvrement est de 85%, qu'on soit en commerce ou en bureau. Parce que les bureaux sont aussi impactés. Quand vous avez un locataire qui fait de l'événementiel, comme par exemple l'organisateur d'ici, de ce salon, quand il n'a plus d'événements, il n'a plus de revenus. Hein. Donc il dit, moi, je ne peux pas payer mon loyer. Comment fait-on? Donc on a 85% au 2T, le plus bas qu'on a dans nos différents SCPI, et on est au 3T, on est déjà à 80%. Je veux dire, on a quand même senti une reprise. Là, je parle à l'instant T, dans 15 jours, je ne sais pas. Enfin, on suit nos encaissements et nos loyers tous les jours. Mais globalement, on peut estimer qu'il y a, grâce à l'action quand même des pouvoirs publics à ce niveau-là, des aides qui sont faites aux entreprises, ça, je veux dire, l'équilibre n'a pas été trop rompu pour la chaîne des loyers. Par contre, dans les mois qui viennent, on vit honnêtement, comme tout le monde, au jour le jour. Je veux dire, nous avons écrit, nous qu'il pourra y avoir des reconfinements partiels, on l'a écrit déjà le mois d'avril. Moi, je ne sais pas ce qui va être dit ce soir ou demain ou après-demain. Bon. Peut-être qu'un jour, il y a une grande agglomération qui sera fermée, on ne sait pas. Donc là-dessus, il faut être prudent. Il faut toujours aussi se mettre en perspective long terme, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez des reports de loyer, que vous avez un peu d'abandon, mais ce qui n'est pas énorme, 1 à 2%, il faut se poser la question, est-ce que les rendements seront là? C'est la question qu'on va aborder justement. Je rejoins effectivement, moi j'ai suivi effectivement au jour le jour l'actualité pendant le confinement. Forte pression des pouvoirs publics sur les bailleurs en général. Pour inciter. Et d'ailleurs, on est reconvoqué dans 15 jours au ministère. Les bailleurs institutionnels y compris donc les SCPI qui sont en fait les représentants des petits porteurs. Mais bon, c'est un point important. Donc j'entends bien 85% de taux de recouvrement. On va se projeter après un peu plus loin, mais Dominique Pollack, vous, c'est pas la même typologie de locataires. Je rappelle vous allez le dire mieux que moi, mais donc vous, c'est plutôt des bureaux, plutôt des grands locataires, des grandes entreprises internationales. Et moi, ce que j'ai pu entendre aussi pendant le confinement, c'est ce que disait Thierry, c'est que finalement, c'est plutôt les grandes sociétés qui ont essayé de négocier pour éviter de payer des loyers en prenant des avocats très haut de gamme et avec en face, finalement, des sociétés de gestion qui, certes, représentent un certain poids capitalistiquement, mais qui ne sont pas si riches que ça et qui ont eu du mal à se défendre. Comment ça s'est passé pour vous? Oui, non, la réalité est assez différente. Bon, je rappelle que donc, les IZPR, c'est 2,5 milliards et c'est à 97% des bureaux et 97% en région parisienne. Et on a une base locative qui est une base locative composée essentiellement de très grandes entreprises et d'administration. La partie vraiment TPE qui était éligible au fonds de solidarité représente moins de 1% chez nous. Donc on a eu un deuxième trimestre actif parce qu'on a beaucoup discuté avec nos locataires, mais au final on a collecté plus de 98% des loyers, alors que d'habitude on collecte 99%. Donc on a une baisse simplement de 1% par rapport à la facturation, ce qui est franchement négligeable, et je pense qu'on va récupérer sur le troisième trimestre ce solde-là et on terminera à 99%. C'est vrai qu'il
il y a eu un peu un effet de sidération de ce confinement que personne n'avait jamais vécu depuis le Moyen-Âge, je crois. Et donc, ça a un petit peu tourneboulé les esprits. Et même, comme vous le dites, dans les grands groupes, on a eu quelques grands groupes qui nous ont dit on ne va pas payer le loyer. Bon, très sincèrement, ça s'est calmé vraiment au mois de mai, au mois de juin. On leur dit oh, c'est dommage, on va vous facturer les pénalités de retard. On en avait un qui était dans l'automobile, un grand groupe d'automobile qui fonctionne pas mal. Je crois que ces usines tournent à plein. Bon, et qui avait sur cette idée assez rocambolesque de ne pas payer son loyer. Je ne comprenais pas très bien. Donc on lui a envoyé une facture en lui disant qu'on lui appliquait les pénalités de retard. Ça lui coûtait 350 000 euros. On a reçu le virement dans les 8 jours. Donc voilà, il y a une espèce de folie collective, si je peux m'exprimer comme ça, Mais très vite, les gens sont revenus à une réalité. Et au mois de mai, au mois de juin, les choses sont rentrées dans l'ordre. On a aussi le fait est que nous, enfin, je pense que TAI c'est la même chose, mais on gère en direct nos locataires. On n'a pas délégué le property, on n'a pas délégué l'encaissement des loyers. Donc notre équipe, toute notre équipe, et bon, il faut reconnaître que la partie location étant un peu à l'arrêt, toute l'équipe immobilière s'est focalisée sur le recouvrement des loyers. Et franchement, on arrive à un taux de 98%, et je pense qu'on arrivera à 99%, de telle sorte que, en termes de coupons, bien entendu, le coupon du deuxième trimestre a été payé. Il a été payé absolument dans la lignée du premier trimestre et dans la lignée de nos prévisions. Au jour d'aujourd'hui, le troisième trimestre se passe très bien, tout à fait normalement. Enfin, c'est classique, comme en 2019 ou en 2018. Qu'en termes de résultats, on sera un résultat légèrement supérieur au résultat par part de 2019 et qu'on aura le coupon équivalent. Donc, à court terme, mais je sais qu'après on va rediscuter de choses un peu plus prospectives, à court terme, je dirais rien à signaler. C'est un petit peu synthétique de dire ça. Vous êtes un peu l'exception parce qu'effectivement, les SCPI dont le résultat augmente en 2020, c'est assez rare. Thierry, je voudrais savoir, donc 85% de taux de recouvrement, ça veut dire quoi en termes d'impact sur la rentabilité d'une SCPI? 85% à l'instant T. C'est-à-dire qu'on continue. Parce qu'il y a des sujets où on est en protocole, en négociation. Par exemple, je vais faire bondir la salle. Par exemple, en hôtel, aujourd'hui, on a une SCPI, résidence gérée. Ils étaient plus ou moins fermés, enfin plutôt plus que moins. Et ils nous demandent un accompagnement. Mais ce n'est pas un abandon, par exemple. Eux, ils veulent du report, et on arrive à un report jusqu'en 2022. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, je veux dire un chiffre brut, 20% aujourd'hui sur le 2T en hôtellerie. Mais avec un certain nombre de garanties pour un étalement. Et cette hôtellerie, je vais arriver à 60 à la fin de l'année. Donc après, se pose le problème. Donc le 2T aujourd'hui à 85 globalement, il monte encore, il va peut-être arriver à 90. Comme je disais, le 3T, il est quasiment identique à l'instant T. Donc ça marche, ça fonctionne bien. Après, c'est sûr, en termes de rendement, nous, compte tenu de ces particularités, nous, en fonction des SCPI, notre SCPI, par exemple, bureau QCA parisien, c'est l'équipe PR2, et elle a distribué comme en 2019. Et en 2020, elle va distribuer, je pense, légèrement plus qu'en 2019. Parce qu'en 2019, il y avait une particularité, il y avait 2 locataires, vous voyez, il y avait un peu de vacances, et là, on est remonté à 95%. Donc voilà. Non, le bureau parisien stricto sensu marche bien, on en reparlera après. Mais en commerce, donc, par contre, là, on était amené à réduire la voilure en dividendes par précaution. Donc au 2T, nous avons donc le 1T était classique, on l'a un petit peu réduit de 10% par rapport à l'année dernière, à 19. On a fait la même chose à fin juin. Et là, on verra plus clair quand même en fin d'année parce qu'il faut être prudent. Justement, c'est la question. Mais je veux dire, aujourd'hui, si on regarde en rendement,
comme vous dites, Frédéric, l'année dernière, 4,40. Il y en a qui disent aujourd'hui, globalement, ça sera à 4, mais quand on dit 4, c'est tout confondu, que ce soit hôtellerie, bureau, commerce. Mais il faut toujours se le rapporter par rapport à l'OAT. Il ne faut pas non plus... Ah oui, mais ça, c'est un autre sujet. Ah oui, non, mais, ça rapporte plus. Oui, mais c'est un placement. Je veux dire, aujourd'hui, il faut relativiser. Que vous ayez du 4,20 ou du 4, de toute façon, vous le savez très bien, on ne change pas d'actifs comme ça, de SCPI comme ça. Donc il y a des frais, tout ça. Et là-dessus, il faut tenir compte de tout ça. On est d'accord, mais ça, le sujet qui mais m'intéresse... c'est vrai qu'il y aura normalement, globalement, une baisse. Dominique, je parle globalement. Oui, il y aura une baisse. Non, mais il y a le côté conjoncturel, on est d'accord, ça va impacter parce qu'il y a des reports de loyer, il y a très peu finalement d'annulation de loyer. Oui. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se projeter un peu plus loin. On parlera après des tendances de fond, mais il y a la crise économique qui arrive. Là, on parle de report de loyer. Pour l'instant, en France tout du moins, la vague de faillite commence juste. Elle va perdurer. Et la question, c'est est-ce que demain, les SCPI seront capables de trouver des locataires pour remplacer ceux qui ont fait faillite. Ça a aussi impacté la façon dont est gérée une SCPI, parce que, par exemple, avant la crise, les immeubles, comme on dit, en blanc, c'est-à-dire un immeuble neuf ou restructuré, sans locataire, se vendent. Aujourd'hui, ce type de bien ne trouve plus preneur sur le marché. Donc ça... Il y a aujourd'hui, ce qui a provoqué la crise, c'est une montée en puissance de la prime du risque locataire. Donc, est-ce que toutes les SCPI vont être en mesure de trouver des locataires solvables dans les années qui viennent? Je crois que c'est ça le sujet aujourd'hui. Nous, en tout cas, en bureau, ce qu'on constate, c'est qu'en bureau, en tout cas à Paris, stricto sensus, il y a toujours autant de demandes. Alors, c'est vrai qu'avec la crise, des gens qui avaient besoin avant de 1000 m², ils basculent à 800. Donc on a des gens qui partent, ils avaient 1000 m², et ben maintenant ils ont besoin de 800, ben ils vont ailleurs, mais par contre on reloue tout de suite. En tout cas à Paris, intramuros. Après la Défense, les tours, c'est un autre sujet. En commerce, paradoxalement, parce que le commerce, il n'est pas mort, loin de là. Il s'adapte, la crise a accentué les tendances, et en commerce, aujourd'hui on reloue. Il y a des sujets. Alors c'est vrai que le textile, les gens qui avaient beaucoup de locataires textiles, ça s'est accentué. Mais il y a une demande. Nous, on a été agréablement surpris. Même pendant la crise, il y a eu un arrêt, mais depuis le mois de juin, c'est bien reparti en relocation. On n'est pas... Pour l'instant, on n'est pas inquiet. C'est une adaptation qui est peut-être un peu violente dans certains segments de la distribution du commerce, mais nous ne sommes pas inquiets. Dominique Pollack, sur le sujet justement des ventes en blanc ou de la façon dont fonctionne le marché immobilier. Oui, je vais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Thierry, et peut-être que je ne suis pas très représentatif du marché, mais bon, sur les grandes entreprises, on n'a pas de grande difficulté, les administrations publiques, on n'a pas de difficulté de solvabilité. Mais je suis assez étonné, en fait, que les PME ne sont pas aussi fragiles qu'on veut bien le dire. Nous, on a quand même un petit peu de PME ou d'entreprises à taille intermédiaire, et on a quelques actifs qui sont loués à ces gens-là. Je n'ai pas constaté de défaillance. Bien entendu, si vous êtes dans l'événementiel, si vous êtes dans l'hôtellerie, ça peut être un peu plus compliqué. Mais pour les activités, disons, traditionnelles, que ce soit la boulangerie industrielle ou que ce soit la menuiserie industrielle ou autre, j'ai pas vu de gens... voilà. Ça, on a un petit peu historiquement quelques locaux d'activité en région parisienne. Ça ne représente pas grand-chose, mais généralement, on avait un peu de vacances. Ils sont pleins. Et quand vous allez à Saint-Ouen, il y a de l'activité partout. Donc, il faut peut-être un petit peu prendre de recul par rapport à une présentation globale de catastrophisme. Moi, je ne le vois pas. Peut-être que je suis une exception, mais moi, je ne vois pas cette catastrophe avancer. Alors, c'est vrai que le gars qui fait que de l'événementiel, lui, il a un petit peu de problème aujourd'hui. Enfin, c'est pas non plus... c'est une petite partie de l'économie française, c'est pas l'essentiel. Donc oui, mais... voilà pour
excuse-moi. Non, vas-y, finis, après je reprends enfin, moi, je te donne mon ressenti de ce point de vue-là. Alors, en ce qui concerne le sujet très intéressant que vous annoncez, qui est sur les bureaux, pour revenir sur les bureaux, comment on voit le marché et comment le marché va s'organiser. Alors, mon sentiment, et on reviendra sur les usages après, mais mon sentiment, c'est que les opérations en blanc sont aujourd'hui, vont être complètement stoppées. Elles sont stoppées à la fois parce que les banques ne veulent pas prêter sur des opérations en blanc, et deuxièmement parce que les investisseurs sont assez attentistes ou sont assez prudents sur l'évolution du marché, la rapidité avec laquelle ils pourront louer l'immeuble. Et donc, le business model de promoteurs ou d'opérateurs immobiliers qui achetaient et qui faisaient construire en blanc ou en restructuré en blanc pour revendre après, une fois que l'immeuble est loué à un assureur, à des taux de rendement très faibles, de capitalisation, des multiplicateurs de loyers élevés, ce business-là va avoir beaucoup de mal. Donc, ça, c'est vraiment à moyen long terme. Je pense qu'on se prépare, peut-être pas à une pénurie de bureaux, j'exagère, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, une production de bureaux très, très limitée au cours des années à venir. Alors, il va bien sûr... Et est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les CPI, ça ? Oui, à terme, c'est une bonne nouvelle. Hein, c'est une bonne nouvelle. Bon, ça ne sera pas sur l'année 2021-2022, parce que les programmes qui sont lancés, ils sont lancés, on va pas et vont pas être arrêtés. Mais pour un plus long terme, le fait de voir... C'est le truc classique, hein, rappelez-vous, la sortie de crise... c'est pas du tout la même crise, hein, mais la sortie de crise en 99, 98, les loyers se sont mis à flamber à la Défense. Moi, je me rappelais, les gens couraient un peu les mètres carrés, etc. On n'en est pas là. Mais sachez que c'est quand même... Il n'y a pas que des aspects négatifs dans cet élément-là. Je pense que ça va calmer le marché qui était peut-être un petit peu trop actif de construction de bureaux et de risque peut-être à un moment ou à un autre d'en avoir un peu trop sur le marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit sur les grandes surfaces. On le voit beaucoup moins sur les petites moyennes surfaces. Petites moyennes surfaces, c'est les entrepreneurs. Ils travaillent, ils ont besoin d'avoir leurs équipes, ils prennent des locaux, que ce soit des locaux d'activité, que ce soit des bureaux, et ils sont présents sur le marché. Sur les très grandes surfaces, qui sont prises par les grandes organisations, il y a un certain attentisme, et parce que les gens ne savent pas exactement comment on va travailler, quels sont leurs besoins en mètres carrés. Ça a deux conséquences. Pour les immeubles qui sont vacants, c'est un petit peu ennuyeux. C'est sûr, parce que le délai de relocation va être long. Il peut être long. Pour les immeubles qui sont occupés, c'est plutôt sympa parce que, comme ils ne prennent pas de décision, de partir. Bon, nous, on avait... non, mais c'est complètement... mais il faut rappeler des réalités, parce que sans ça, on fantasme dans des trucs, c'est la catastrophe, tout va s'écrouler, etc. Nous, on a un grand immeuble qui était loué à une très grande entreprise. Nous avait dit oui, on a l'intention de partir, peut-être, etc. Parce que bon, c'était un sujet. Et là, depuis 15 jours, ils nous disent non, on veut renouveler le bail parce qu'on ne veut pas prendre de décision, on ne sait pas très bien, on veut repartir pour 6 ans, etc. Donc, je dis prime à l'immeuble occupé, si je peux m'exprimer. À l'immeuble vacant, oui, ça c'est un peu plus challenging. Voilà. Et puis pour terminer, je pense que nous, les SCPI, qui avons des portefeuilles très diversifiés, on est dans une position vis-à-vis des locataires qui est très différente des promoteurs ou des opérateurs. Les opérateurs, le business model des 10 dernières années dans l'immobilier de bureau, c'était je fais construire un immeuble ou je restructure profondément un immeuble, je le loue à une grande entreprise sur 12 ans ferme en lui offrant 3 ans de franchise, et après j'ai un immeuble avec un bail long de 12 ans sur une très grosse entreprise et je vends ça
à une compagnie d'assurance ou à un fonds de pension. Ce qui était pour nous, en termes locatifs, parfois un peu challenging, parce qu'il y avait une espèce d'offre neuve, avec des rabais très importants et des prix de vente très élevés. C'est très paradoxal. Donc c'est une concurrence qui disparaît, en fait. Et ça, je ne vois pas du tout une grande entreprise aujourd'hui s'engager sur 12 ans ferme. C'est un truc impossible. J'ai même les retours de directeurs immobiliers de grands groupes qui ont signé des baux fermes de 12 ans au cours du 4e trimestre 2019, qui sont un peu tapés sur les doigts, de façon un peu injuste, par leur comité exécutif, en disant, écoute, tu es gentil, mais on a pris 20 000 m² pour 12 ans. Est-ce que tu crois vraiment qu'on aura besoin de 20 000 m² dans 12 ans? Thierry, tu veux... Non, oui, ce que je voulais... Non, juste pour un peu te contredire, c'est que, par exemple, il y a des segments, par exemple, nous, on a quelques data centers, là, ils prennent plus que 12 ans. Hein. Il y a des besoins. C'est vraiment... Tout dépend des segments des locataires. Et... alors, je parle du bureau, je ne parle pas du data center, ce qui est un métier assez particulier. Et par exemple, le bureau, je ne sais pas si on sera d'accord, mais je pense qu'à la Défense, il y a un sujet à terme. Avec toutes ces tours, voilà, ça risque... Bon, il y a quand même de la tour à la Défense qui est en ce moment. Et les gens, on voit à la Défense, nous, on est à côté d'une petite tour de 9 étages, on est dans les tours de 50, là. Eh bien, il y a quand même pas mal de télétravail. Hein. Je veux dire, les gens, ils ne reviennent pas dans les tours, hein, ou très peu. Donc, je veux dire, ça va modifier les choses. Et je pense... Mais là, on passe sur l'autre sujet, je pense. On peut y aller. On peut y passer, justement. Le sujet, c'est qu'avec plus cette période va être plus ou moins longue de confinement, ou plus ou moins limitée, plus peut-être nos habitudes vont changer. Là, on commençait à revenir un peu comme avant. Là, je ne sais pas ce qui va se passer pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Je pense que si ça dure... Nos habitudes vont changer sensiblement, tant au niveau de notre vie professionnelle que de notre vie tout court. Et là, au niveau du travail, en tout cas dans les grandes métropoles, parce qu'il y a toujours quand même les régions en France où là, les gens habitent à 10 minutes de leur bureau, dans des villes de taille intermédiaire. Et là, je pense que ça peut changer. Et d'ailleurs, sur Paris, ou dans des grandes villes, on voit que Paris... Des villes comme Orléans, Reims, Rouen déjà, les gens, il y avait des gens qui faisaient la navette tous les jours, mais il y en aura encore plus. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont venir bosser 3 jours à Paris, ils se logeront, au lieu de faire la navette tous les jours, ils logeront pendant 2 nuits, par exemple, dans une résidence gérée. Et après, ils seront en télétravail chez eux le reste de la semaine. Je pense que c'est des choses qui sont dans l'air du temps. Moi, je n'ai pas la prétention, mais c'est des choses on l'a déjà vu. On a en tout cas certains, nous, collaborateurs, qui nous demandent, disent, voilà, moi j'habite à Troyes, je souhaiterais travailler 2 jours par semaine ici, ou 3, mais par contre, je ne vais pas faire la navette tous les jours. Alors, sur le télétravail, donc, un des intervenants qui devait être là aujourd'hui, c'est Atlan Voisin, donc Jean-Christophe Antoine, qui malheureusement n'a pas pu venir. Mais en fait, la société a commandité un sondage dont j'ai les résultats en exclusivité aujourd'hui. Donc, ils ont fait un sondage auprès d'un échantillon représentatif de salariés, comme on dit. Donc, en fait, déjà, un premier point sur le télétravail, il y a 60% des salariés en France qui ne sont pas concernés par le télétravail. Donc, ils sont obligés de travailler physiquement en présentiel. Ensuite, le sondage dit que 73% des Français dont le métier est compatible avec le télétravail, souhaitent que cette pratique reste minoritaire, entre 0 et maximum 2 jours par semaine. Voilà. Et il n'y a que 8% seulement des salariés qui peuvent effectivement prétendre au télétravail qui souhaiteraient un télétravail intégral. Donc tout ça pour dire que je pense qu'on n'a pas les réponses à ces questions. Le sujet, c'est clair qu'il va y avoir un peu plus de télétravail qu'auparavant, mais c'était déjà une tendance qui était là avant la crise. La question qu'on pose aujourd'hui en tant qu'investisseur dans l'immobilier, c'est en quoi ça va impacter la rentabilité des bureaux. Parce que, comme le disait Dominique Pollack, il y aura peut-être moins de bureaux qui vont être construits dans les 2 ans qui viennent. Parce que finalement, entre cette offre plus faible en bureau et une demande qui serait également plus faible, ou en tout cas différente, en quoi ça peut modifier la valeur de l'actif bureau dans les 2 ans qui viennent, on va dire.
Oui, je voulais quand même faire un petit commentaire sur le télétravail. Je vous rappelle que dans les pays anglo-saxons, on n'appelle pas ça du télétravail, on appelle ça du home working. Ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est du travail à domicile, travail au domicile. Ouais. Et alors, on peut fantasmer les villes à la campagne, le exode rural à l'envers, des trucs, bon, sur 500 ans, on n'a pas vu, mais pourquoi pas, le monde va changer, donc les gens habiteront dans les résidences secondaires et travailleront. Mais enfin, tout ça, prenez un petit peu de distance par rapport à ce genre de discours, à mon avis, qui est quand même lié. Alors, bien entendu, on va vous dire que les résidences secondaires sont très bien, que les appartements dans le 7e arrondissement à Paris ne se vendent plus. Arrêtez. Dans les grandes agglomérations, les gens veulent vivre au centre des villes, là où il y a de l'activité, là où il y a des bonnes écoles pour leurs enfants. Là, on ne va pas passer d'un extrême à l'autre. Hein. L'année 2019, c'était les métropolisations, le centre-ville, l'hypercentre. Et aujourd'hui, non, il faut habiter à 50 km de son lieu de travail ou d'un centre urbain. Non, franchement, je n'adhère pas du tout à ce genre. On voit que vous n'y croyez pas. Non, franchement, j'y crois pas parce que la réalité, c'est que on aime aller au cinéma, on aime aller voir ses amis, on aime vivre dans des. On C'est les jeunes. Non mais et Dominique. Oui, mais je suis jeune, moi. Je ne suis pas. Dominique, je veux dire, il y a des jeunes générations qui arrivent. Non, mais chacun. Non, mais je veux dire. On ne peut pas dire ce qui va se passer, mais je pense que ça va bouger. Alors, ça ne va pas bouger à l'extrême où tout le monde est en télétravail ou en home working, comme tu dis, mais des sujets, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est des choses qu'on peut imaginer. Moi, je suis convaincu du contraire. Mais bon, on va passer à un autre sujet parce qu'on va aller c'est le débat là. Personne n'a la réponse. La question suivante, c'est sur le. Parce qu'il y a un autre domaine une autre tendance qui est forte. Et là, on a des chiffres aussi. C'est l'essor du e-commerce. Ça, c'est pour Thierry. Donc, dernier pointage de sa ville, les ventes en ligne devraient représenter 16% des ventes de détail en 2020. Elles n'étaient que de 12% en 2019. Alors ça, c'est un vrai impact quand même sur l'actif de commerce. Oui. Et ça, on le mesure. On sait que ça a une perte de valeur. Que vont devenir les centres commerciaux de province qui ne sont pas adaptés Non, mais il y a un sujet. Les formats de commerce, ils évoluent comme. Et ce qu'il faut noter quand même pendant cette période de confinement entre le 17 ou le 16 mars et le 11 mai, si on regarde les chiffres justement du e-commerce, c'est que les sociétés, ceux qui n'étaient pas omnicanal, ceux qui vendaient seulement en magasin physique, là, ils ont vraiment dégusté, excusez-moi l'expression. Ceux qui étaient déjà omnicanal, c'est-à-dire ils avaient un lieu physique et il y avait un click and collect, ils étaient déjà un peu... Là, eux, ils ont souffert, mais pas énormément. Et on pouvait penser que les sites purement e-commerce, on met Amazon de côté, mais ils n'ont pas vraiment pris la part du gâteau. Donc ceux qui étaient les commerçants qui sont déjà omnicanal, donc avec un point physique et une digitalisation de commandes click and collect, eux, ils ont la tendance qui existait précédemment, c'est accentuée. Ils ont continué à se développer. C'est vrai que l'e-commerce se développe. Il est moins développé en France que dans les pays anglo-saxons. Et par contre, c'est l'équilibre avec le commerce physique, parce que si on regarde bien, il y a des pure players. Les pure players qui restent en e-commerce, au bout d'un moment, ils ont des points physiques. Il y a certains produits que les gens veulent voir, toucher, sentir une atmosphère. Et ça, on ne pourra pas le gommer. Et donc, par contre, c'est vrai que l'e-commerce montant en puissance, on peut se dire, le commerce, va disparaître. Non, il s'adapte. Et les formats, c'est les formats qui bougent. L'hyper, pour nous, en tout cas, l'hyper, il est mort. L'hyper, avant, c'était 10 000 m². Vous aviez tout ce qui est food, tout ce qui est produits blancs, produits bruns, donc lave-vaisselle, télé, tout ça. Et à partir du moment où, sur Internet, vous avez encore un plus grand choix, ces zones-là n'ont plus lieu d'être. Et donc, progressivement, si vous voyez les hyper, ils changent leur format. Les galeries commerciales, logiquement fermées,
c'est pas vraiment dans le goût des jours. Non, les gens aujourd'hui, il y a et les retail parks qui marchent bien avec des magasins dans des espaces verts en dehors des villes. Et parce que contrairement aux technocrates parisiens, les gens, ils ont besoin de voitures. Hein. Et là-dessus, les gens, ils préfèrent en région prendre leur voiture, faire 20 km et aller dans un retail park sympathique où les locataires payent des loyers plus raisonnables qu'en ville. Et voilà. Après, il reste quand même le commerce de proximité. Et la question est, est-ce qu'avec ce confinement et qu'on a connu, est-ce que le commerce de proximité et les circuits courts vont continuer ? Ça, c'est un sujet. Nous, on pense que le commerce de proximité a toute sa place parce que les gens, quel soit le lieu d'habitation ou de travail, ils ont besoin d'avoir... Enfin, ils ne veulent pas passer 3 heures, sauf dans certains cas, pour aller dans un retail park, pour avoir une plus grande offre. Mais autrement, le commerce de proximité, en mettant du digital, en mettant donc l'omnicanal, donc les gens, ils font leur réservation de leur commande en ligne, et quand ils rentrent du travail, tout ça, ils passent et ils récupèrent leurs courses. Et c'est pour ça que d'ailleurs les gares s'adaptent. Les gares, avant, c'était des lieux de passage, il n'y avait pas de commerce, et il y a quelque temps, la SNCF a compris ça. Les aéroports aussi. Donc tout ce qui est lieu de flux, aujourd'hui, peut être sujet de magasins de proximité. Et quand on conjugue cette proximité avec l'omnicanal, ben ça peut faire sens. Après, on voit bien que, et vous le voyez tous, il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans, et il y a des commerces aujourd'hui, il y a des services qu'on vous offre qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc le commerce, c'est en perpétuelle évolution. Et là, par contre, c'est vrai qu'on vit une évolution assez forte. Mais le commerce physique existera toujours, sous d'autres formes. Ouais, alors moi, tout ça me fait penser que si on vous écoute, c'est que finalement, être gestionnaire de SCPI, c'est quand même un métier plus dur aujourd'hui qu'à 20 ans, parce que là, il y a des tendances nouvelles, il va falloir choisir avec encore plus, je dirais, d'intelligence, en tout cas de sensibilité à leur devenir en tant qu'entreprise. Il va être beaucoup plus précis, beaucoup plus sélectif dans le choix des locataires. Donc c'est un métier qui devient de plus en plus compliqué. Et je voudrais qu'on passe en même temps au troisième sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'est l'immobilier plus responsable, parce que ça fait une contrainte supplémentaire aussi pour les gestionnaires d'actifs immobiliers. Donc, comme je disais tout à l'heure, la profession s'est enfin dotée d'un label ISR, mais qui dit label dit contrainte supplémentaire, qui dit contrainte dit coût supplémentaire, et puis surtout dit peut-être une prime aux nouveaux entrants, parce que qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la gestion du parc immobilier des SCPI, l'introduction de ce label ISR? Je suppose que l'un comme l'autre, vous allez essayer de l'obtenir auprès de l'AMF. Dominique Pollack. Ça, c'est pas l'AMF qui... Alors d'abord, premièrement, peut-être pour une petite précision, parce que parfois, les gens disent les vieilles SCPI vont être les plus impactés. Les vieilles SCPI, ça ne veut rien dire. Une vieille SCPI, c'est généralement une SCPI, en tout cas comme le disait Pierre, qui a connu un développement considérable au cours des 10 dernières années et sur lequel on a acheté un certain nombre d'immeubles. Et aujourd'hui, on a déjà 40% de notre patrimoine qui est un patrimoine labellisé. Donc, vieille SCPI ne veut pas dire vieux immeubles, ça c'est le premier point. Et deuxième, vieille SCPI veut dire généralement des poches extraordinaires de valorisation immobilière, parce que même des immeubles qui sont peut-être parfois un peu vétustes sont devenus des immeubles très centraux et qui ont beaucoup de valeur. Nous, on a vraiment des choses formidables qu'on a réussi à valoriser en terrain à Courbevoie, en immeuble dans la première région, dans le premier siècle de Paris. Et il y a de la valorisation immobilière. Dire que le métier de gérant de SCPI, c'est un vrai métier professionnel. Et c'est vraiment la modification de notre... On est passé d'un statut il y a 20 ans d'administrateur de biens, si je peux m'exprimer comme ça, en véritable opérateur immobilier. Et c'est la professionnalisation de notre métier. Et maintenant, il y a
sociétés de gestion, les sociétés de gestion sont à un niveau de compétence et de professionnalisme immobilier qui est tout à fait remarquable, qui est tout à fait comparable à ce qu'on trouve dans les foncières cotées. Et alors, le label ISR, c'est une opportunité tout à fait intéressante pour nous de travailler notre patrimoine, c'est une discipline interne pour améliorer sa performance, à la fois de confort, à la fois de sociétal. Il y a toujours le sociétal, c'est-à-dire le service rendu. On a beaucoup de choses à faire avec nos locataires, parce qu'une grande partie de la performance de l'immeuble est liée à l'usage. Et l'usage, c'est un usage qui est fait avec le locataire. Franchement, c'est un challenge qui est tout à fait intéressant pour nous. C'est un challenge qui permettra à ceux qui sont les professionnels de faire la distance avec peut-être des gens qui n'ont pas ce niveau de compétences. En ce qui concerne l'impact sur le rendement, et je crois qu'il ne faut pas là-dessus fantasmer, il y a beaucoup de travail à faire qui ne sont pas des capex importants, qui sont simplement une façon de gérer et une façon voilà, je vais dire des bêtises, mais voilà, quand je visite des immeubles ou quand vous allez aux toilettes, excusez-moi d'être aussi trivial, et que les joints ne sont pas changés et que l'eau coule à gros flot, c'est rien du tout, c'est pas du capex, c'est simplement de la maintenance, c'est simplement être plus attentif à son patrimoine, le gérer de façon au jour le jour. Il y a énormément de progrès à faire, que ce soit dans les consommations énergétiques, des consommations d'eau, etc. C'est pas très compliqué. Donc ça peut être un facteur, au contraire, de rentabilité supplémentaire. Je ne dis pas que c'est un facteur de rentabilité supplémentaire, c'est un facteur de différenciation par rapport à des acteurs qui seront des acteurs purement individuels ou qui n'auront pas les équipes pour Donc pouvoir vous allez demander le label pour vous allez demander le label pour Élysée Pierre. De l'ADEME. Le label. Le label, ah oui, excusez-moi, je ne comprenais pas. Masque. Avec le masque, on arrive à... Oui, on est dans ce processus, dans ce parcours. Et Thierry ? Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit tout au début Dominique de sa dernière intervention, c'est vrai qu'aujourd'hui, les SCPI, en tout cas les équipes de gestion, ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, le paradoxe qu'on a, avant, on achetait un immeuble, et je veux dire, les SCPI très anciennes, 40 ans après, l'immeuble était toujours là. Et ce que je dis aux équipes, c'est qu'aujourd'hui, quand on achète un immeuble, un actif, eh ben, on doit se poser la question, combien de temps on va le garder ? Est-ce qu'on va le garder 10 ans, 12 ans ou 20 ans ? À quel horizon ? Il faut avoir ça en tête, parce qu'aujourd'hui, le métier, c'est pas d'acheter des immeubles, d'accumuler. Il faut arbitrer régulièrement, parce qu'il y a des... Justement, c'est lié notamment au commerce, entre autres. C'est le bon exemple. Et donc, l'ISR, le développement durable, bon, c'est quand même, aujourd'hui, c'est incontournable. Et donc, l'immobilier et l'ISR... Enfin, s'est doté dernièrement d'un label ISR, entre autres grâce à l'ASPIM. Et je tiens à saluer Arnaud de Vechter, qui est au fond de la salle, qui, à l'époque, quand il pilotait l'ASPIM, a beaucoup contribué à mettre en œuvre à définir ce label, et maintenant, on va pouvoir le mettre en œuvre. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce label, le fait de dire maintenant j'achète que des immeubles labellisés, que ce soit avec un label français ou un label anglo-saxon. En français on dit HQE, en anglais on dit Bremius. Bon. Et il y a plein de labels. Donc déjà il faut s'y retrouver dans les labels. Entre les labels sur l'immeuble proprement dit et l'exploitation, c'est des labels différents. Donc on aura encore un gros travail de pédagogie à expliquer la différence. Mais ce label, il va dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, qui est contre le développement durable ? Personne. Je veux dire, personne ne va lever le doigt. Après, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur le patrimoine, parce qu'acheter des immeubles modernes, labellisés, ok. Mais le gros sujet, c'est le stock. Le stock. C'est la question que je posais au début, mais Dominique a répondu que ce n'était pas un handicap pour les vieilles SCPI. Ouais, donc, je vais vous dire un truc, on a un petit handicap aussi avec le locataire, parce que quand vous mettez aux normes un immeuble, et que le comité d'entreprise, vous mettez pour que ça marche, c'est de la température à 19 degrés, et que le comité d'hygiène de l'entreprise dit, non, nous on veut du 21 ou du 22 partout, et votre immeuble, il a beau être labellisé, c'est une passoire. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens. Le problème, c'est l'affaire de tous. Donc c'est vrai, il y a des gestes, comme dit Dominique,
qui coûte peu cher, mais il y a quand même des prises en compte collectives où les gens, vous leur mettez une chose normée, et qu'est-ce que vous voyez 15 jours après, des petits chauffages d'appoint, plein de choses qui traînent, qui ne vont pas dans le bon sens. Donc, mais bon, nous, on a un label maintenant, c'est à nous de travailler pour aller dans ce sens-là, et on va aller suivant les SCPI plus ou moins vite. Parce que autant au bureau, c'est quand même, avec un immeuble monolocataire, c'est plus simple à voir, mais quand vous avez du commerce en bas pied d'immeuble, un peu plus compliqué. Parce que vous dites au locataire, ah ben maintenant, tu éteins ta lumière à 19h, la porte, elle est jamais ouverte. Bon, pas compliqué, non? Non, on y va, on n'a pas le choix d'ailleurs. Et donc, nous, on a plus de SCPI. On a 2 milliards, mais Dominique, il a vraiment une grosse SCPI. Nous, on est en train de voir comment on va procéder. Parce que il y a des SCPI qui sont c'est plus simple que d'autres. Oui, c'est vrai, ce que dit Thierry, c'est que pour nous, c'est plus simple, puisqu'on a en face de nous, généralement, des locataires qui sont des grands groupes et qui sont eux-mêmes engagés dans ce genre de démarche. Donc, le dialogue avec les locataires est assez, disons, plus productif, ou tout au moins, on est un peu sur la même ligne, parce que les directions immobilières des grands groupes qui sont présents dans notre patrimoine, eux aussi ont des objectifs de développement durable. Donc, on a moins ce sujet-là, je suis d'accord. Mais bon. Autrement, il faut savoir qu'il y a un décret qui s'appelle le décret tertiaire qui est sorti. Bon, c'est un petit peu technique, mais qu'on doit, pour la fin de l'année 2021, tous les opérateurs, bailleurs et dans certains cas locataires, on doit mettre pour les immeubles de plus de 1000 m², donner notre consommation de référence sur les flux. Donc sur les fluides, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, tout ce qui est le gaz, tout ça. Et c'est une base nationale où tout le monde, quand vous êtes propriétaire d'un immeuble de 1000 m², ou si c'est le locataire, c'est indéfini, ça a à voir entre nous, entre le locataire et le bailleur, qui va mettre l'information. Et la première clause de revoyure, c'est en 2030, où là, on devra avoir diminué la consommation, quoi, de 40%, 30, 40, non? Je crois que c'est 30, mais bon... Et après, il y aura une clause de revoyure en 2040, en 2050. On mettra 10% à chaque fois de plus. Et donc, tout ça, ça se met en place. Il y a des contraintes, mais pour tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. On a bien compris que le label ISR, ça va être un enjeu quand même supplémentaire, notamment en termes de communication, j'imagine. Il nous reste 8 minutes avant les questions éventuelles de la salle. Moi, je voudrais juste que vous reformuliez. Alors, voilà, restons honnêtes, mais qu'est-ce qu'on peut dire honnêtement aux porteurs de parts de SCPI ou aux futurs épargnants qui veulent en acheter? Qu'est-ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent? Est-ce que les rendements seront maintenus, peut-être autour de 4%? J'entends bien le fait qu'on est toujours au-dessus de l'OAT, donc ça c'est un vrai argument, mais voilà, est-ce qu'on peut être vraiment donner une vision extrêmement positive de la rentabilité et de la valeur des parts des SCPI sur les 2 prochaines années ou pas? Je vais répondre à cette question. Je crois que quand même, la base, c'est les taux d'intérêt. Et je suis désolé de revenir là-dessus, mais les taux d'intérêt, sur les 2 prochaines années, je crois que peu de gens font des prévisions de hausse brutale du taux d'intérêt. Alors, vous savez très bien que l'immobilier, le driver principal de la valorisation, c'est les taux d'intérêt. Donc, il n'y a pas de doute que de ce point de vue-là, tant qu'on reste avec des niveaux de taux d'intérêt à 0, l'immobilier est très protégé en termes de valorisation. Ça, c'est clair, et on le voit, nous, dans les cessions qu'on fait ou dans les acquisitions qu'on fait, et on ne constate pas de baisse de valeur. En ce qui concerne la rentabilité, la question vraisemblablement est liée à des évolutions de long terme sur lesquelles il est difficile de se prononcer. Simplement, il faut savoir, et si on se met simplement à 2 ans, il faut savoir que les SCPI sont des gros paquebots avec des bases locatives très diversifiées et qui, donc, de ce point de vue-là, même s'il y a des évolutions négatives, ce seront des évolutions négatives qui ne se traduiront dans les résultats que de façon progressive. Je veux dire, quand on a des baux de 3 ans, de 6 ans, de 9 ans, de 12 ans, les renégociations, elles se font à ce moment-là. Et donc, on a un amortisseur à la hausse comme à la baisse. On est plus lent quand il y a des hausses de loyer, on n'arrive pas à les capter puisqu'on est pris on est dans des baux. Mais quand il y a des baisses de loyer, on a plus d'amortisseurs
de ce point de vue-là. Voilà les réponses que je peux vous faire. Thierry ? Moi, pour compléter ce que vient de dire Dominique, il faut quand même regarder une chose. Bon, on a des SCPI, mais aujourd'hui, vous vendez vos parts de SCPI ou vous vendez votre immobilier en direct, vous investissez dans quoi ? Le sujet, il est là. Et d'ailleurs, nos partenaires, tout ça, et vos clients, aujourd'hui, il n'y a pas de décollecte. Les gens sont réalistes. Les gens sont réalistes. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui ont besoin un peu de cash pour des raisons qui leur sont propres. Mais aujourd'hui, vous avez de l'immobilier en direct ou via en indirect. Je ne parle pas des foncières cotées, c'est autre chose. Parce que les foncières cotées, ce n'est pas de l'immobilier, c'est de la bourse, c'est volatile. Mais l'immobilier direct ou indirect, en non coté, en SCPI, aujourd'hui, vous vendez, vous faites quoi avec votre cash ? Vous le mettez où ? Nous, on a une SCPI en liquidation logement qui est super bien marché. Le banquier me dit, avant qu'on distribue aux associés, il y a plusieurs dizaines de millions d'euros il faut un laps de temps pour machin. Il me dit, je vais vous mettre des intérêts négatifs parce que vous avez un peu trop d'argent sur le compte. Non, mais le sujet aujourd'hui, c'est bien, vous vendez vos parts, mais vous faites quoi ? Donc aujourd'hui, c'est vrai que les rendements, globalement, ils vont un peu baisser. Mais si vous regardez par rapport à il y a quelques années, ils étaient au lieu d'avoir 4,40, on est à combien ? 5 et quelques. Après, tout dépend, comme dit Dominique, des taux d'intérêt. C'est ça le curseur. Alors toi, tu vois, tu sautes au ciel quand je te parle de l'OAT, mais bon, qu'on veuille ou non... Non, mais c'est placement par défaut, parce qu'il n'y a pas de placement qui rapporte plus. Et Dominique comme moi, on a des institutionnels qui viennent nous voir et disent, voilà, nous, on a 10, 20 ou 50 millions à placer, et parce qu'il faut pour nos fonds euros quelque chose qui les dope. Ils viennent nous voir. Parce qu'ils savent qu'on est des professionnels. Et qu'il y a mais l'immobilier, de toute façon, c'est le point important, la localisation. Ça, c'est incontournable. Bon, on a compris donc que les SCPI reste un placement incontournable. On arrive pratiquement au terme. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Parce que visiblement, il n'y a pas de questions en ligne. Oui. Moi, j'aimerais quand même parler des foncières cotées, parce que ce qu'on constate dans les SCPI, je partage ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de raison vraiment de faire baisser la valeur des parts, que les transactions qui ont lieu, en fait, le prix n'est pas tellement en baisse. Par contre, sur le marché des foncières cotées, on a constaté des baisses quand même d'ampleur extraordinaire, et il y en a certaines qui se payent moins de 50% à leur actif net. Donc est-ce qu'il n'y a pas une opportunité d'achat extraordinaire sur les foncières cotées si tout ce que vous dites sur les SCPI est en effet vrai ? Je ne sais pas qui veut répondre. Je peux prendre la question. Il y a déjà un point important à prendre en compte, c'est que les foncières cotées sont toutes endettées. Donc elles ont toutes des LTV à 40%, voire supérieures. Voilà. Certaines sont à 50%. Et en plus, quand elles calculent la LTV, vous savez, la communication des fonciers à côté, il faut la regarder de façon très précise, parce que c'est quand même des as de la communication. Ils dépensent beaucoup d'argent dans des rapports annuels qui sont formidables, et ils sont capables de vous dire je prends le truc des taux d'occupation. Les taux d'occupation dans les foncières, c'est un truc, il faut le regarder. Généralement, on exclut les immeubles en cours de travaux, les immeubles en cours de vente, les immeubles en restructuration, les ceci, les cela. Après, on dit, tiens, formidable, j'ai 98%. Mais moi, je fais la même chose, j'ai aussi 98%. Bon, je mets ça de côté. Mais il y a une communication financière qui a été extrêmement développée. Moi, je les connais bien. C'est des gens qui passaient leur temps à ne faire que de la communication financière. Vous les voyez faire des communiqués de presse. Ils louent 200 mètres carrés, ils vous font un communiqué de presse. Il faut en acheter ou pas, alors, c'est la question. Oui, la question... Donc, vous avez quand même cet effet de levier qui peut devenir un effet boomerang avec la dette, ce qui n'est pas le cas dans les CPI où vous avez ça. Alors ensuite, oui, comme le disait Thierry, la bourse n'est fait que d'anticipation. Les gens ne vendent ou n'achètent que par anticipation, et donc vous avez une volatilité qui est plus importante. Si vous acceptez cette volatilité,
why not? J'attire aussi l'attention sur la qualité du management, parce que, curieusement, dans l'immobilier, il n'y a pas que des immeubles, il y a des gens qui les gèrent, il y a des gens qui les gèrent avec des track records plus ou moins plus ou moins bons. Et c'est une de mes conclusions de ma vie professionnelle, c'est que l'immobilier, c'est pas que des mètres carrés et c'est pas que du béton, c'est aussi des gens qui sont derrière et qui font parfois de très bons choix et parfois d'autres qui font de très mauvais choix. Il y en a une quand même qui a fait un choix quand même assez difficile l'année dernière dans un truc et qui aujourd'hui on paye vraiment les conséquences. De qui vous parlez. Moi, je trouve que c'est intéressant. Mais après, moi, j'ai pas d'opinion. Non, mais je pas trouve que la question là-dessus. Ça peut être pour un investisseur, excusez-moi, la question un investisseur est un petit peu, disons, courageux ou qui est capable de prendre un risque. Je trouve que la question est à double sens, c'est qu'en fait, c'est-à-dire ce à quoi sert la bourse, c'est d'anticiper le futur. Donc la question de monsieur, c'est aussi, est-ce que, avec un certain recul, puisqu'il y a moins de volatilité, est-ce qu'on ne va pas retrouver cette même décote sur le patrimoine des SCPI dans 1 an ou 2 ans? Parce que vous avez dit fort justement, il faut du temps pour que tout ça se mette en place, mais c'est la question. Oui, alors ça c'est la question, est-ce que le marché financier a toujours raison? Qui a raison? Hein? Qui a raison? Est-ce que c'est Parce que, non, mais alors pourquoi le marché... Non, mais le marché financier, en 2019, toutes les sociétés cotées foncières étaient en surcote. Ils avaient tous des... Est-ce qu'il a eu raison, le marché? Non, mais je veux dire, la valeur prédictive du marché, c'est vraiment une question sur laquelle on peut s'interroger. Parce que je ne suis pas sûr que ça, c'est un vieux truc. C'est les mecs qui font du marché boursier, vous disent, grâce au marché boursier, vous voyez l'avenir. Mais vous voyez rien du tout. Parce que le marché, quand vous regardez rétrospectivement, il n'a pas du tout anticipé beaucoup de choses. Donc, c'est pour répondre à votre question. Parce que le truc, la question sous-jacente, c'est le marché anticipe, le marché a raison, le marché voit l'avenir, et donc l'avenir, il est sombre pour vos SCPI. Moi, je dis, c'est peut-être pas un bon thermomètre pour voir l'avenir. Le marché, c'est des fantasmes, des anticipations qui changent au gré des modes et des choses. Mais une fois que je vous ai dit ça, c'est vrai que la correction sur les foncières semble avoir été très sévère. Et peut-être que pour celui qui accepte de prendre ce risque en capital, ça peut être une bonne opportunité. Je n'ai pas de jugement là-dessus et je pense que les foncières sont en général très bien gérées. Et donc, ça peut être... Mais c'est un autre type d'investissement. Si vous avez 100 000 euros et que vous dites « c'est pas grave, si demain c'est 100 000 euros, c'est 30 000 euros », vous pouvez acheter des foncières cotées. Mais si votre perspective, c'est que vous voulez que vos 100 000 soient quand même relativement protégés, c'est peut-être un petit... c'est un exercice un peu... C'est les risques de la bourse. Alors là, on arrive au terme, mais c'est à moins qu'il y ait une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je ne sais pas qui veut répondre, Thierry, peut-être plutôt. Oui, mais je reformule la question parce qu'en fait, c'est le sujet, c'est effectivement, c'est ce qu'on a dit sur les locataires. Hein, c'est non seulement l'emplacement des actifs, et puis c'est aussi les locataires. Enfin, je crois que c'est ça. Donc la prime core, on la voit aujourd'hui, mais en fait, en termes de rendement aujourd'hui sur le marché, ça baisse ou ça monte sur le corps? Moi, il me semble qu'il y a une petite décompression des taux. C'est-à-dire que les actifs s'achèteraient moins cher que par rapport au début de l'année. Mais c'est très léger, hein, non? Oui, c'est ça. Mais le marché, comme on l'a déjà dit, il a plusieurs vitesses. Que ça soit en région ou à Paris, nous, on a quand même quelques actifs en région. C'est toujours l'emplacement qui prime. Donc, comme vous dites, il y a une prime pour le corps. Après, il y a les autres qui sont plus risqués. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si les gens ont besoin de financement... les banquiers, par définition, sont des gens très prudents et frileux. Donc, je veux dire, aujourd'hui, les opérations, comme a dit Dominique, en blanc ou en gris, ils ne sont pas financés. Hein. Ils ont du mal. Oui, là-dessus, moi, je ne vois pas beaucoup de changements par rapport à la période précédente. C'est-à-dire que le corps reste très recherché parce qu'il offre une prime par rapport
à des taux d'intérêt qui sont à zéro, et donc des baux très sécurisés dans des bons emplacements. Les immeubles se vendent à des prix qui sont très comparables à ceux qui étaient les prix de la fin 2019. Quant aux actifs qui n'ont pas des visibilités locatives aussi importantes et puis des emplacements aussi intéressants, oui, il n'y a pas vraiment d'opportunité, si je peux m'exprimer comme ça. Parce qu'en définitive, il n'y a pas de vendeur. Personne ne va vous vendre un immeuble avec des locataires et qui rapporte du 7% ou du 6%. Ça n'existe pas. Parce que vous n'avez pas de gens qui sont désespérés pour vendre leur immobilier. Même ceux qui ont emprunté, comme ils ont emprunté et qui payent 1%, ils ne vont pas vendre des actifs qui rapportent du 7% ou du 6%. Donc il n'y a pas de vendeurs et il reste des acheteurs. Donc le marché, il reste un marché qui, en termes de volume, sera vraisemblablement inférieur au volume de 2019, mais qui, en termes de pression à l'achat, reste équivalent. Donc, si vous avez un immeuble qui est à Pétaouchnok, qui a 40 ans, où il n'y a plus de locataires dedans, il n'est pas vendable, mais il n'était pas vendable l'année dernière non plus. Donc en fait, les seuls qui vendent aujourd'hui... Alors, une dernière question, puis après, il faut qu'on arrête. Là, on est dans quelques années. Hein. C'est un peu le scénario qui pourrait, moi, un peu m'inquiéter à moyen long terme. Enfin, plutôt long terme. Hein. Oui, ça. Mais en fait, oui, je vois la question. En fait, le sujet, c'est la liquidité des parts de SCPI, qui, je tiens à rappeler, pendant la période de confinement, il n'y a eu aucun souci de liquidité sur les parts de SCPI. Donc là, je peux vous laisser répondre, mais... Non, c'est pas juste l'équité, c'est l'équité dans le cas où l'AOT, parce que moi aussi, je suis assez d'accord, là, oui. C'est un peu les cadeaux. Et si l'AOT rejoint le taux de rendement, parce que le taux de rendement diminue... J'ai bien compris, ça veut dire qu'à un moment, ça sera plus rentable, donc les gens ont envie de sortir. Mais donc, on revient sur le sujet de la liquidité des parts. Oui, mais enfin, rapidement. Voilà, ce que je veux dire, c'est que votre scénario, il faut le compléter. Il faut le compléter. Les taux remontent, pourquoi? Les taux remontent, pourquoi? Parce que l'économie est en surchauffe. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des taux d'occupation qui sont à 99% et vous avez des loyers qui ont commencé à réaugmenter. Et donc, il ne faut pas prendre les choses de façon complètement sur un petit bout. Il faut prendre, le paysage complet. La remontée des taux, ça ne peut être que soit une remontée de l'inflation très forte, mais là, l'immobilier sera un actif très protégé sur l'inflation parce que les baux continueront à être indexés, etc. Soit les taux remonteront parce que l'économie sera en surchauffe. On est loin de là, hein. C'est-à-dire qu'on aura un taux de chômage à 3 ou 3,5%. Et là, vous aurez une pression très forte sur les loyers et sur les valeurs. Ce qui est horrible dans l'immobilier, c'est quand vous avez des taux d'intérêt très élevés et une conjoncture qui est très mauvaise. Ce qu'on a connu, hélas, dans les années 92-93, qui était une conjoncture complètement atypique, qui n'existe quasiment qu'une fois par siècle, ou une fois tous les 2 siècles. C'est-à-dire, généralement, quand l'économie est mauvaise, les taux d'intérêt baissent. Quand l'économie est très forte, les taux d'intérêt remontent. C'est ça, le truc. Et donc, on s'est retrouvé en 92 dans une situation qui était très atypique. Je ne vais pas revenir sur les explications de cette situation-là. Mais moi, il ne faut pas... voilà, je vous dis, si les taux remontent, ce n'est pas la catastrophe pour l'immobilier parce qu'on a des codes de rappel qui sont très fortes. Moi, je vais être iconoclaste. Moi, je vais dans l'autre sens. On peut aussi imaginer que les taux continuent à baisser négativement et qu'après... à un moment donné, nous, en tant que particuliers, on emprunte à taux négatif. Que l'argent... Non, mais ça fait jusque-là. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, tous les repères, tout ça, entre les taux longs, les taux courts, je veux dire, tout le monde y perd son latin.
Et aujourd'hui, rien ne peut... Votre question est légitime, mais on peut aussi regarder dans l'autre sens, où les taux continuent d'être de plus en plus négatifs. Et je veux dire que les gens, que les banques, ils vous donnent de l'argent pour emprunter. Dans un certain... Et le sujet, ça arrive dans certains... Il y a certains pays qui se posent la question, hein. En Allemagne notamment. Donc on va rester sur cette réponse positive pour l'immobilier et ces pays. Je vous remercie tous de votre présence. Et donc, suite pour un prochain numéro. Merci. Merci. Comment on revisionne ce truc? Ça, faut demander.